Et donc en changeant mon fameux modèle Molly, je demande à la vendeuse mais qui s'occupe de cette marque. Moi j'adorerais vous aider à la développer parce que j'adorais sa layette que je trouvais sublime, extrêmement identitaire, avec un point de maille très particulier, c'était très raffiné. Et je contacte donc le gérant qui me donne rendez-vous au café en face. On se rencontre, je lui dis que je trouve sa marque extraordinaire. Il me dit écoutez, moi je la gère mais je ne suis pas le propriétaire, je vais vous faire rencontrer le propriétaire et puis si vous voulez la reprendre, allez-y. Je suis tombée vraiment au bon moment. J'ai repris 2 boutiques sur les 3, une qui est boulevard Saint-Germain et l'autre qui est avenue Paul Neumann, qui étaient 2 petites boutiques avec des petits droits au bail et des petits loyers. Donc je prenais pas des gros risques, tout ça je l'ai fait en fonds propres. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le One-to-One est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Charlotte Defayet, CEO de la marque de vêtements française Molly, une maison qui incarne l'élégance à la française dans un secteur du prêt-à-porter premium féminin. Avant de plonger dans notre conversation avec Charlotte, rappelons quelques chiffres clés de ce marché bien particulier. Ce secteur en pleine croissance représente aujourd'hui une part significative de l'industrie de la mode. Selon Statista, en 2022, le marché mondial du prêt-à-porter premium était estimé à plus de 100 milliards d'euros, avec une croissance attendue de 5 à 6% par an. Cette expansion est portée par une demande croissante pour des produits de qualité supérieure, où la distinction, la durabilité, la responsabilité sociale sont devenues des priorités pour de plus en plus de consommateurs. Ces consommateurs, justement, recherchent des pièces authentiques, fabriquées avec soin, et c'est précisément dans ce cadre que Molly s'inscrit. Fondée en 1886, la marque s'est imposée comme un véritable symbole de savoir-faire dans la maille. Elle est aujourd'hui reconnue pour son expertise dans le tricot de luxe, offrant des vêtements d'une qualité exceptionnelle, souvent produits en série limitée. Sous la direction de Charlotte, qui a racheté l'entreprise en 2015, Molly a su moderniser son offre tout en restant fidèle à ses racines. Au cours de cet épisode, Charlotte partagera avec nous son parcours professionnel, puis nous livrera son analyse du marché du prêt-à-porter premium. Autrement dit, nous essaierons de comprendre comment s'articule l'offre et la demande. Nous poursuivrons, comme d'habitude, par la proposition de valeur unique de Molly, avec un retour évidemment sur son histoire. Enfin, nous conclurons par les sujets de la relation client, c'est-à-dire comment Molly entretient-elle un lien privilégié avec ses clientes. Mais avant de commencer, Charlotte, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, je suis donc Charlotte Defayet, j'ai 44 ans. Donc moi, mon parcours professionnel, j'ai fait d'abord une école de commerce, après une prépa. J'ai fait rapidement des stages en marketing dans le luxe. Et ma première expérience, enfin mon dernier stage qui est devenu ma première expérience professionnelle, c'était chez Danone, où je travaillais dans les eaux. Ah oui, on est vachement dans le luxe. Non, vendre de l'eau 3 fois plus cher que le premier prix du marché. Ouais, on est d'accord. Voilà. C'est pas toujours évident d'associer Danone comme étant une marque de luxe. Ah bah, évidemment, il y a une marque de luxe au sein des eaux.
Donc j'ai commencé là-dessus. Et en plus, ce qui est intéressant sur l'eau d'Évian, en l'occurrence, c'était qu'il y avait des cibles très différentes, du nouveau-né à les terrasses branchées dans les quatre coins du monde. Et donc voilà, donc il y avait toute une image de marque. Et j'avais notamment commencé mon stage sur les collaborations qu'ils faisaient tous les ans avec des artistes pour leur fameuse bouteille de Noël. Ok. Voilà. Et ensuite, j'ai été recrutée et je suis restée 5 ans dans la boîte. Ouais. Ça t'a donné goût à quoi ces 5 ans? C'était un secteur, c'était une approche marketing? Ça m'a donné goût au marketing. Ouais. J'ai travaillé beaucoup sur... au début, donc, j'étais sur Évian. Après, j'ai travaillé sur Taille-Fine, sur des concepts de boissons complètement nouvelles. Et en fait, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qui se passait chez Danone, c'est qu'on travaillait énormément avec les études marketing. Et donc, on lançait non-stop des tests marketing. Alors, à la fois pour du packaging ou des nouvelles publicités, mais on faisait aussi ce qui s'appelle des fonds de marque. Donc je passais du temps derrière des vides sans teint à écouter des personnes, des clients ou pas, découper dans des magazines, donner des mots-clés, évoquer, parce qu'on est tellement dans des notions très intangibles que c'est intéressant de comprendre, en fait, c'est la trace que laissent des marques chez les clients. Donc ça a été vraiment ça a été le début ça a confirmé mon intérêt pour le marketing. Je suis partie après 2 ans en Argentine. J'avais fait 6 mois de césure en fait en Argentine quand j'étais en école de commerce. J'ai eu un coup de cœur pour Buenos Aires et pour l'Argentine. Et je suis partie 2 ans jeune mariée. Et là, j'ai monté un projet dans l'art et le social. Donc tu quittes Danone après avoir un début de carrière à peu près cohérent par rapport aux études que tu as faites. Et là, paf, 2 ans en Argentine. Exactement, en se disant allez, on va vivre, allons vivre l'aventure. Et en fait, c'est marrant parce que d'ailleurs, avec un projet en tête ou alors c'était on va en Argentine, on va inventer le projet une fois sur place. À la base, il y avait plein de bars à pâtes à Paris et je me suis dit tiens, je vais essayer de monter un bar à pâtes en Argentine. Voilà, donc vraiment, j'avais été au salon de la franchise, me renseigner, porte de Versailles, voilà, et je suis partie finalement après 4 ou 5 visites d'emplacements potentiels. Je me suis dit non, mais ça va peut-être être un peu compliqué. Je suis partie complètement sur un autre projet. On faisait beaucoup de street art en Argentine, à Buenos Aires. Ouais. Et je me suis dit, tiens, je vais proposer des œuvres d'art de street artistes à qui que quoi, enfin sur internet. Alors, j'ai créé un site et je me suis dit ce que je vais essayer de faire, c'est une répartition de la valeur créée entre l'artiste, moi et des associations. Alors, qui réinsèrent. On est d'accord, il est censé rester dans la rue quand même. Il est censé rester dans la rue, mais il est aussi beaucoup sur des supports. Ouais. Non, mais je voulais juste que tu apportes la précision. Oui, bien sûr. Et je voulais en plus aider finalement une association qui réinsère les jeunes par l'art, qui s'appelle Crear Vale la Pena, parce qu'il y a effectivement en Argentine, en tout cas à Buenos Aires, vraiment des bidonvilles à la proximité des quartiers de luxe. Et il y avait aussi une autre association qui donnait des appareils photo à des jeunes de 10-12 ans, qui les aidait aussi, ça évitait qu'il y ait trop de dérives. Et j'avais exposé des photos de ces jeunes artistes. Donc j'ai fait une exposition à Paris. Et voilà, donc j'ai créé ce projet qui n'a pas continué quand je suis rentrée en France, mais ça a été une jolie expérience. Qu'est-ce que tu as retenu de ça? Parce que finalement, tu es sortie du schéma classique. Du schéma classique, surtout de ta zone de confort, en fait, dans le sens où c'est facile, école de commerce, groupe du CAC 40, l'agro, marketing, Danone, c'est une référence quand même sur les sujets de marketing pour finalement se dire, allez, je vais essayer autre chose. T'en retiens quoi? En fait, dans la vie, qui ne tente rien à rien, qu'il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus. Moi, j'ai peur du temps qui passe trop vite. Et je trouve que quand on a la possibilité de bouger, ce qui était notre cas, on venait de se marier, on pouvait partir. J'avais adoré cet endroit. Et on n'était pas parti pour faire notre vie là-bas, mais on s'est dit, pourquoi pas mettre sur pause 2 ans, 3 ans. Il y en a qui font des tours du monde, il y en a qui font... Voilà. T'avais quel âge, globalement? Eh bien, j'avais 29 ans. Voilà. Quand tu rentres à Paris, je rentre avec un bébé, je me réinstalle et là, je retourne dans mes chaussures d'avant et on y rentre facilement dans ces chaussures d'avant. Oui. On rentre un peu plus grandi, on sait peut-être plus ce qu'on aime ou pas.
Après, oui, c'est toujours un peu bizarre de revenir et se dire, allez, je vais retourner dans le grand groupe avec... Danone, on était dans la zone Silic à côté d'Orly avec la cantine et le badge. Enfin, c'est tout un univers très étudiant presque, avec vraiment des gens géniaux, une très très bonne ambiance d'équipe, mais cette vie d'entreprise avec des collègues, etc., la machine à café. Après, on est parti 2 ans vivre sa vie, puis on revient, on se dit, je retourne dans la machine à café et les collègues. Mais j'ai adoré. C'est vrai qu'il faut revenir dedans. Ouais. Et en fait, je suis revenue et on m'a proposé de remplacer une femme qui était partie en congé maternité sur la marque Poulain, donc je suis rentrée chez Kraft. Et en fait, ce qui était génial, c'est que je reportais directement au directeur France. Il y avait tout un relancement de la marque du chocolat Poulain, donc il y avait des campagnes de publicité, etc. J'avais un chef de produit qui travaillait avec moi. On était en mode start-up dans la grosse boîte et c'est ce que j'ai adoré. Ils m'ont proposé de rester, mais il fallait que je parte dans une autre entité. Ils me proposaient d'aller dans le café en m'expliquant que c'était là que ça se passait, que c'était génial. Mais toi, t'es plutôt chocolat. J'avais plus envie de partir travailler une demi-heure ou 3/4 d'heure de Paris. Parce que c'était ça concrètement. Sinon, j'y serais allée. Mais c'était plus pour des questions d'organisation personnelle. J'avais envie de rester, d'être plus proche de là où j'habitais, enfin plus dans Paris. Et là, on m'a proposé en fait un job chez L'Oréal. Et je suis rentrée chez L'Oréal à la division luxe, au marketing France. Donc L'Oréal, c'est vraiment organiser les marques d'un côté, les pays de l'autre. Donc quand on est dans un pays, on est vraiment le PNL, c'est le chiffre et les costs. Alors que quand on est dans les marques, on est dans les concepts et les mood boards, etc. Et le développement produit, nous on est vraiment dans l'implantation. Et ce que j'ai adoré dans cette expérience, c'est que c'était un peu la même expérience que chez Kraft, c'est qu'on était une toute petite équipe. Mais ta mission, c'était quoi ? J'étais sur la marque Kiehl's et Shuemura, responsable comme marketing. Kiehl's, c'est une marque américaine de soins. Qui a été créé à New York il y a une 30aine d'années et que L'Oréal avait racheté peut-être 3-4 ans avant que j'arrive et ça c'est à la L'Oréal, c'est-à-dire qu'il fallait rollouter le concept dans tous les pays du monde. En général ils achètent des marques, ils font quelques centaines de millions d'euros et ils visent le milliard. Déployer à la L'Oréal, c'est-à-dire qu'il y a des brand books extrêmement précis avec des guidelines marketing, opérations, merchandising, etc. On applique, on est là pour appliquer, exécuter. Et du coup, on était effectivement, il y avait la responsable de la marque, moi au marketing, une responsable commerciale. Et après, on avait effectivement, contrôle de gestion presse dont on s'aidait, qui était... Ton rôle, c'était donc de déployer le playbook marketing sur la France. Exactement. Alors, c'était vraiment un déploiement Paris. Et on a ouvert, je ne sais plus, mais on a dû ouvrir au moins 6 ou 7 boutiques en moins de 24 mois. D'accord. Donc, c'était super amusant. Avoir un rôle opérationnel dans l'ouverture des boutiques ? Ah, mais complètement. J'étais à 4h du mat' aux Galeries Lafayette pour rempoter le stand. On a ouvert dans le 9e, on avait ouvert dans le 7e, on a ouvert dans plein d'endroits. Et on travaillait vraiment en mode projet. C'est-à-dire qu'on avait le rétro-planning, on avait le merchandising qui nous aidait, il fallait faire toute la coordination avec l'équipe. Tu restes combien de temps chez L'Oréal ? Je suis restée 2 ans. Un peu plus de 2 ans, je crois. Donc, je suis restée en gros, j'étais chez... et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, à l'époque, Kiehl's s'était vendu dans quelques boutiques. C'était très niche. Enfin, ils avaient quand même un corner donc aux galeries et au Bon Marché, qui étaient plutôt des gros espaces de vente. Mais il y avait très peu de digital. Or, c'est quand même le produit de soin, une fois qu'on sait lequel vous va... on recommande très facilement. Et il n'y avait pas du tout d'omnicanalité, mais c'était le tout début. On était là, on devait être en 2012, 2013. Donc, c'était il y a longtemps. En fait, c'est là que je trouve que c'est étonnant parce que tout a tellement changé en fait en 10 ans. Après, j'y reviendrai plus tard. Donc, moi, j'ai travaillé sur ça. Et puis après, ils m'ont donné au bout de 2 ans, en général, c'est assez classique de bouger. Ça, c'est un truc que j'ai adoré chez L'Oréal. C'est que quand on fait des choses et qu'on est motivé, on vous donne vite des nouveaux challenges. Enfin, moi, c'était ce dont j'avais envie. Donc, au bout de 2 ans, ils m'ont confié le lancement d'une brosse pour le visage, une brosse nettoyante qui s'appelait Clarisonic, qui avait été créée par le type qui avait créé Sonicare, la fameuse brosse à dents qui tourne. Donc c'était une toute petite boîte à Seattle. Et pareil, L'Oréal venait de la racheter. Il fallait que ça soit le pays du siège, donc la France, qui lance en premier avant de le relouter aussi dans les pays, en partenariat avec Sephora. Et j'étais en mode projet sur 6 mois avec...
me souviens encore de la première semaine de septembre où il fallait que tout soit implémenté dans les Sephora, les top Sephora, avec les conseillères formées. On avait un pop-up sur les Sephora des Champs-Élysées. J'avais recruté toutes les conseillères. Et j'étais toute seule. J'ai juste demandé si je pouvais avoir un junior avec moi qu'on m'a donné. J'étais récupéré le copain d'un ancien stagiaire en disant est-ce que tu peux venir m'aider et j'ai adoré cette expérience très start-up en fait. Et pareil, je reportais directement au directeur général de France qui me disait dès que tu as un problème tu viens me voir. Il y avait plein de sujets légaux parce qu'il y avait des claims qu'on n'avait pas le droit de dire alors qu'aux États-Unis on avait le droit de les dire, il fallait traduire tous les packs, et ça c'est ce que j'adore faire en fait, c'est bosser sur vraiment des projets et avec un timing et mettre tout en ordre de marche pour que tout soit bon. Ce qui a été le cas d'ailleurs, c'était un lancement qui s'est très bien passé. C'est un lancement aussi assez politique parce que du coup, en ayant donné l'exclusivité à Sephora, ils pouvaient replacer aussi du Génifique de Lancôme, qui est la vache à lait du groupe, avec La Vie est belle. Et voilà. Et donc je suis restée, puis j'ai eu un deuxième enfant. Et il est évidemment très courant, c'est la règle aussi chez L'Oréal, c'est qu'en fait, quand on part en congé maternité, on revient à un nouveau job. C'est-à-dire que très vite, ils vous remplacent sur le poste et on revient à un nouveau boulot. Et au moment de revenir, je me suis dit... là, je suis en train de rentrer dans l'aventure Molly. Oui, j'ai bien compris. Okay. Je sais bien. Et c'est pour ça que je dis rien, parce que comme j'ai quand même un petit peu travaillé mon truc, j'ai bien vu que ça allait arriver de toute façon. Là, on va arriver chez Molly. Ouais. C'est-à-dire que donc, j'étais en congé mat. J'étais très proche d'une fille qui bossait chez L'Oréal, avec qui on s'est fait un café débrief avant que je reparte. Il voulait me faire rencontrer des équipes chez Lancôme, etc. On m'avait dit, tu sais, c'est important chez L'Oréal que tu sois pas que dans les petites équipes esprit start-up, va te frotter aussi aux grosses marques et tout. Et bizarrement, ça me donnait pas du tout envie. J'avais envie de rester. Et je me souviens encore du DG qui m'avait dit de façon très sympa, il m'a dit, écoute, c'est génial, bravo, t'as fait un super boulot. Le problème, c'est que j'ai pas d'autres projets là comme ça à te confier. C'est-à-dire qu'en fait, des marques qu'on rachète, qu'on relance, c'est pas tous les 4 matins quand même. C'est pas tous les 4 matins. Et donc, il y a plein de choses à faire, parce que moi, je leur disais, donnez-moi encore des choses comme ça à lancer. C'est tout ce que j'aime faire. Et il n'y avait pas. Et du coup, je prends ce fameux café avec cette amie qui ont débrief. Elle me raconte les potins, etc. de la boîte. Et je me suis dit, mais je crois qu'en fait, je ne vais pas retourner chez L'Oréal. Je m'entendais très bien avec la DRH que j'ai appelée. Je lui ai dit, écoute, Ombline, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai envie quand même de regarder un projet entrepreneurial. Je ne suis pas sûre de me retrouver demain chef de produit senior, responsable marketing ou quoi, aux caisses d'une grosse boîte, d'une grosse marque comme un Lancôme. Moi, je ne me vois pas faire ça. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Est-ce que je fais une rupture conventionnelle ? Qu'est-ce que je fais ? Et elle m'a dit, mais non, mais tu sais, t'as qu'à prendre un congé de création d'entreprise. Donc tu leur dis, elle venait de bouger, elle était toujours chez L'Oréal d'ailleurs, mais elle venait de bouger, elle était passée de la France à l'Asie, où elle est toujours, et elle m'avait dit, écoute, t'as qu'à juste dire que tu veux prendre du temps, peut-être monter un projet, donc ça permet de suspendre le contrat. Donc en fait, on reste dans les effectifs, on n'est plus payé. En revanche, si au bout d'1 an ou 2 ans, ça peut durer 2 ans, c'est 1 an renouvelable 1 an à l'époque, je sais pas si c'est le cas encore, et ça permet de pousser d'autres projets. On n'est pas payé, hein. Donc faut trouver le projet. C'est comme les années sabbatiques, en fait. Légalement, tu as le droit de prendre une année off. Exactement. Et ils sont obligés de vous reprendre au même niveau de poste et de salaire. Mais moi, j'avais déjà ce projet de Molly en tête, parce que donc à la suite, et c'est véridique, de ce fameux déjeuner avec cette amie de chez L'Oréal, je suis allée changer un modèle Molly qu'on m'avait offert pour la naissance de mon deuxième enfant, et en me renseignant sur qui était derrière Molly, une boutique juste à côté de chez moi, en me renseignant sur qui était derrière Molly, j'ai appris qu'en fait il n'y avait plus d'équipe, plus de bureau, plus rien, et qu'il y avait 3 boutiques, un peu de stock qui était déstocké doucement. Voilà, dans les 3 boutiques. Quoi, tu découvres que la marque est en train de mourir à petit feu. Exactement. En gros, qu'il n'y a plus de collection, qu'il n'y a plus d'équipe, il n'y a pas de style, pas de prod, rien du tout. Il y a juste du stock qui s'écoule dans les 3 boutiques, et voilà. Mais ça, je ne le savais pas. Et donc, en changeant mon fameux modèle Molly, je demande à la vendeuse, mais qui s'occupe de cette marque ? Moi, j'adorerais vous aider à la développer, parce que j'adorais sa layette, que je trouvais sublime, extrêmement identitaire, avec un point de maille très particulier, c'était très raffiné. C'est tout ce qui est là. Oui, puisqu'on est chez Molly, on est dans les bureaux de Charlotte, et sur le bureau, il y a justement ce vêtement en question. Voilà.
Et je contacte donc le gérant qui me donne rendez-vous au café en face. On se rencontre, je lui dis que je trouve sa marque extraordinaire. Il me dit écoutez, moi je la gère, mais je ne suis pas le propriétaire. Je vais vous faire rencontrer le propriétaire et puis si vous voulez la reprendre, allez-y. Ah oui, parce que là en fait il te dit et tu devais pas t'y attendre. Bah non, mais en fait on est en train de le vendre. C'était pas à vendre, mais je pense que je suis tombée complètement par hasard au moment où il était à nouveau. En fait, il avait 4 boutiques et il revendait un droit au bail pour se refinancer, pour payer les loyers des 3 autres et les vendeuses. Et à mon avis, il était à peine break-even sur. Enfin voilà, il déstockait. Je sais pas tellement quels étaient ses plans, mais je suis tombée vraiment au bon moment. Incroyable. Sans le savoir. Ouais. Et là, donc, il me dit, viens, le fameux propriétaire était un Suisse, parce que la marque était suisse, était un Suisse qui habitait en Asie, mais qui venait 2 fois par an à Paris. Il me dit, voilà, il va venir en septembre, je crois que c'était au mois de juin qu'on s'était rencontrés. Il m'a dit, il vient en septembre, si vous voulez vous rencontrer, vous parler, etc. Et c'est ce qui s'est passé. C'était un peu plus long que ça. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis dit, ça m'intéresse, et au moment où j'ai vraiment rencontré le propriétaire pour signer la reprise de la marque, qui n'était plus grand-chose qu'un logo et un dépôt de marque. Hein, c'était à peu près tout. Il y avait pas c'était quoi les assets en dehors de ça? Il n'y avait pas de stock Il y avait du stock que j'ai pas repris, un peu de stock enfants et layettes. Des contrats fournisseurs? Non, rien du tout. J'ai eu accès au tricoteur en Italie qui tricotait la layette iconique de Molly que j'adorais. Et c'était à peu près tout. Mais bon, une coquille vide, quoi. Une coquille complètement vide. Un logo, une notoriété. Du coup, ça valait pas grand-chose. J'ai repris 2 boutiques sur les 3. Une qui est Boulevard Saint-Germain et l'autre qui est Avenue Paul Doumer, qui étaient 2 petites boutiques avec des petits droits au bail et des petits loyers. Donc, je prenais pas des gros risques, parce que tout ça, je l'ai fait en fonds propres, amis, famille. Et voilà, et donc je me suis retrouvée 6 mois plus tard, exactement. En gros, j'ai pris, donc ça a mis une année entre le moment où je me suis dit je vais le reprendre. Et 2015. Exactement, il y a eu en gros 6 mois, un peu de due deal, on va regarder ce qu'il y a dans la marque, et mois de réflexion sur quel était le projet derrière. Formation à l'IFM, 2 jours sur qu'est-ce que la maille, le tricot. Moi, j'ai toujours aimé la mode d'un œil cliente. Ma mère avait un bureau de presse qui avait des clients dans la mode. C'est un univers qui m'a toujours intéressée parce que je le trouve très créatif et voilà, et donc c'est presque artistique, mais j'ai pas fait d'école de style et c'était pas du tout mon métier, mais j'aimais l'idée de mais il y a une vraie histoire, il y a quelque chose avec cette marque. De toute façon, je l'aime vraiment, je l'aime cette marque, j'aime tout son logo, c'est son côté très délicat, tout le raffinement qu'il y a dans cette marque, et je me dis mais il y a peut-être quelque chose à faire avec ce savoir-faire maille. Et donc j'ai passé 6 mois entre guillemets, à la fois étudier la marque, etc., mais il n'y avait plus grand-chose à regarder, et en même temps accoucher de ce projet, très marketing en fait, et 6 mois à trouver une styliste, trouver des ateliers et produire une toute petite collection pour relancer la marque. Donc en fait, ça a pris un an, un petit peu de projet, quoi. Exactement. Et donc 1 an après, finalement, j'ai réouvert la boutique Boulevard Saint-Germain et puis la boutique Avenue Paul Doumer avec, il fallait une vendeuse, un ERP pour gérer le stock, des tricoteurs qui vous livrent un entrepôt. Enfin voilà, tout avait été mis en place sur les 6 mois. Dès que j'ai en gros signé l'acquisition de la marque, je me suis lancé sur. On va revenir en détail sur tout ça. Voilà. Merci pour cette présentation de ton parcours et comprendre comment finalement tu t'es toi-même construite pour arriver à reprendre Molly, et puis finalement le hasard fait souvent bien les choses, même si je ne suis pas sûr qu'il y ait complètement de hasard. Avant qu'on revienne sur le détail, comme je le disais en introduction, j'aimerais que tu nous racontes un peu le marché dans lequel se trouve Molly. Je disais premium féminin, prêt-à-porter premium féminin. Bon, globalement, aujourd'hui, comment ça s'articule, comment s'organise l'offre et la demande? On voit bien que les consommateurs cherchent de plus en plus je parlais d'authenticité, de sincérité dans la marque, mais dans les vêtements, de qualité, versus l'ultra fast fashion qui marche très bien aussi. Hein. Comment tu vois ce marché-là? En 10 ans, maintenant que je suis dedans, je trouve qu'il a été complètement révolutionné par le digital, parce que, en fait, moi, quand je me suis relancée,
quand j'ai relancé la marque, j'avais même pas de compte Instagram. Je me souviens d'une amie qui bossait dans le luxe, qui m'avait dit, tu sais, tu devrais quand même regarder ce qui se passe sur Instagram parce que c'est quand même là que communiquent toutes les marques de luxe. Il y avait très très peu de sites qui vendaient online du luxe, sauf il y avait le Net-à-Porter. Et de mémoire, il y avait juste Saint-Laurent à l'époque. C'est à peu près tout. Les marques de luxe avaient des sites, mais c'était juste pour regarder des belles images et des looks, mais on ne pouvait pas acheter en ligne. L'image, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, ce que je trouve, c'est que il a été révolutionné par le e-commerce et toute cette communication sur les réseaux sociaux. Parce que je me souviens que les acteurs du luxe freinaient quand même un peu l'arrivée dans le e-commerce en disant mais l'expérience, parce que nous, c'est l'expérience en magasin, on ne peut pas la répliquer online. Exactement. J'ai l'impression aussi que le Covid a accéléré et pas le Covid mal a de énormément choses. accéléré, exactement. Mais c'est vrai que il s'est ouvert au monde par toutes ces marques. Enfin, je connais pas le chiffre, mais je pense qu'il y a une marque ou même beaucoup plus de marques de mode par jour qui se créent. Enfin, c'est un peu délirant d'ailleurs. Enfin, je trouve ça un peu vertigineux. Et à un moment, on se demande si on a vraiment sa place, sa légitimité. Enfin, parce qu'on est quand même dans un monde qui va très très vite. Il y a trop de production, c'est un monde un peu boulimique. Voilà, sur l'offre, en fait, tu es en train de nous dire, c'est impossible de suivre toutes les marques qui se créent. Oui, enfin, moi j'ai l'impression, peut-être parce que je suis l'industrie avec un œil plus professionnel, mais c'est délirant. Enfin, je trouve qu'on est assailli de tout. C'est difficile ça va répondre à la question de comment on parle le mieux possible à ses clientes. Tout l'enjeu, c'est de trouver la cible qui est sensible à ce qu'on raconte et les fidéliser, les chouchouter. Non, mais t'as raison. Moi, je partage le même constat que toi sur le nombre de marques qui s'ouvrent. Ouais. Et la mode en particulier. Enfin, peut-être que c'est parce que je suis dedans, mais j'ai pas parce que c'est accessible à beaucoup de monde. En fait, c'est assez, j'ai un gros guillemet, c'est facile en fait de lancer une marque avec les moyens d'aujourd'hui des réseaux. Donc voilà. Donc non, mon humble avis, c'est que il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Que ce qui est très important, c'est d'avoir sa singularité. Je me souviens d'une phrase qu'on m'avait dit quand j'étais rentrée chez L'Oréal. On avait un petit déjeuner d'accueil avec l'actuel d'ailleurs dirigeant, mais qui était à l'époque le patron du pôle luxe, qui s'appelle Nicolas Hieronymus, et qui avait dit mais dans la vie il faut être il avait dit en anglais, il avait dit you have to be the champion of something. En gros, vaut mieux être le champion dans son petit pré que le 5e dans la grande masse. C'est ce que j'ai retenu en tout cas. Et c'est vrai que chez Molly, c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de reprendre cette marque et que je suis encore aujourd'hui emballée avec de ce qu'on en fait. C'est que c'est une marque qui pour moi a une identité singulière, un vrai savoir-faire. On va y revenir, mais pour rester sur le marché, là tu viens de parler de l'offre. Comment tu perçois les consommateurs, les consommatrices, parce qu'en l'occurrence, ce sont des femmes qui achètent tes produits, donc tu as peut-être une vision un peu plus féminine, des besoins des femmes de ce marché-là. Est-ce que tu les as vues évoluer sur les 10 dernières années ? Elles sont plus internationales, plus américaines, c'est amusant. Le projet, il était... Souvent, on projette un peu ce dont on a envie soi. Moi, le projet derrière Molly, c'est de me dire, mais cette maille, elle est ultra confortable, ultra raffinée, c'est pratique. Et en fait, en tout cas, pour beaucoup de femmes de ma génération, on a vraiment des vies très remplies. Et moi, c'est pas mon métier de me faire des looks toute la journée. J'ai même pas... Je suis jalouse de voir mon mari qui s'habille en 4 minutes, en fait. Le côté uniforme est facile et on a envie d'avoir la même chose. Et j'ai l'impression que les femmes sont perdues, qu'il y a trop de choix. Je pense que c'est une réalité. Il y a beaucoup de choix. Et alors, il y en a qui aiment ça. Moi, j'aime ça, mais voilà. Enfin, c'est pas non plus... je passe pas des heures à me choisir des tenues. C'est pas du tout mon... Et j'aime l'idée d'avoir des pièces. Et c'est marrant, parce que quand on regarde un peu ce qu'on porte dans son placard, moi, je suis un peu toujours avec les mêmes modèles, un peu les mêmes pièces. Il y a des pièces... Et ce que je trouve pour le coup juste, c'est l'impact que peut avoir une tenue dans laquelle on se sent bien sur sa journée. Enfin, vraiment, on se sent... Quand on se sent bien habillé et en même temps on peut bouger, on peut passer d'une réunion professionnelle à un dîner chez des amis sans être... Il n'y a pas besoin de se dire je dois me changer. Moi j'ai pas le temps en fait de faire ça. J'ai pas envie en tout cas de me donner le temps de faire ça. Et j'aime bien l'idée du vestiaire très pratique, très polyvalent. Et c'était le projet de la marque quand je l'ai reprise, c'était de me dire mais je vais un peu proposer des uniformes clés en main à des femmes qui ont des jobs et des vies de famille et des vies sociales et tout ça et qui vont se sentir habillées
dans une marque un peu différente, un peu confidentielle. Il y a un peu le côté club que j'aime bien. Et ces femmes, ces clientes, j'ai beaucoup de femmes qui sont directrices marketing, avocates, notaires, de 30 à 70 ans en fait, parce qu'en plus ma mère s'habille en Molly, mes belles-sœurs s'habillent en Molly, elles ont des métiers, des styles différents. Il y a peut-être une forme d'influence après, il y a de ta part. J'en sais rien. Non, elles n'étaient pas obligées de continuer. Au bout de 10 ans, elles sont toujours à s'habiller en Molly. Mais dis-moi, les femmes en général, clientes ou pas de Molly d'ailleurs, est-ce que tu perçois qu'elles cherchent des vêtements de façon différente, qu'elles recherchent, leurs besoins évoluent sur les aspects RSE, sur les aspects qualité, sur les aspects style ou sur d'autres aspects? Moi, les femmes que j'ai interrogées, parce que pour le coup, alors ça c'est ma casquette ex-Danone, j'ai fait 2 fois des tables rondes avec des clientes, juste pour avoir leurs inputs, leurs phrases, les mots, comment elles parlaient de Molly, ce que Molly avait remplacé dans leur vestiaire, pourquoi elles achetaient, réachetaient, etc. Donc je ne peux parler que des femmes que j'ai entendues, et je pense qu'il y a de tout. J'ai une fille de 14 ans qui n'est pas passionnée de mode, mais c'est vrai qu'elle aime bien l'idée que ce soit... Alors elle aime les petits modèles que mettent ses copines, mais elle aime aussi acheter sur Vinted, le côté un peu seconde main, donc ça, c'est peut-être une tendance d'une génération, mais quand je vois qu'Inditex a publié des résultats records, je pense que... je pense pas qu'il y ait de vérité. Et H&M qui se lance dans la seconde main aussi. Donc j'avoue que je sais pas. Franchement, tout ce que je sais, en tout cas, c'est que les clientes qui viennent acheter du Molly, ce qu'elles aiment, c'est la qualité, forcément la jolie histoire, avoir des vêtements qui sont faciles à porter. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'elles nous disent, c'est elles passent la journée dedans et elles se sentent ni trop ni pas assez. En fait, c'est vraiment un quote que l'une d'elles avait dit. C'est quand on ne sait pas si c'est chic, pas chic, habillé. Voilà, elle dit c'est ni trop ni pas assez. Donc c'est juste, on n'est ni en jean ni en strass, quoi. C'est pour caricaturer. Bon, merci. Merci pour ce partage. On va pouvoir maintenant faire un petit comeback sur l'histoire de Molly. Je l'ai très brièvement dit en introduction. Ça a été créé en 1886. C'était d'abord de la layette. Ah non, du sous-vêtement. Du sous-vêtement. Ouais. En fait, la maille est arrivée par le sous-vêtement. Alors, en parallèle, quand je parlais de cette... Raconte-nous un peu comment cette histoire. C'est passionnant. Moi, j'ai adoré. Non, mais en gros, quand je parlais de l'année avant de vraiment réouvrir la boutique, où j'ai eu 6 mois de c'est quoi la marque, la maille, etc., je me suis donc intéressée à l'histoire de la marque. Je suis tombée sur une historienne qui m'a écrit toute l'histoire de Molly. J'ai lu un livre que j'ai adoré qui s'appelle Le Stiff et le Cool, qui raconte comment la maille est passée du dessous au dessus et a pris en fait ses quartiers, devenu vraiment un vêtement. Quand on parle, en gros, ça je l'ai découvert quand je commençais à rentrer dans cette industrie, les écoles de style, les 2 grandes familles, c'est chaîne et trame ou maille. Et en fait, c'est 2 façons de travailler qui n'ont rien à voir. Quand on parle de chaîne et trame, c'est des gens qui achètent du tissu. Chaîne et trame, ça veut dire tissu. Okay. Et maille, ça veut dire tricot. D'accord. C'est 2 façons de travailler. En gros, le chaîne et trame, c'est les stylistes qui travaillent le chaîne et trame, ils vont acheter du tissu et après ils vont couper dedans et faire du patronage. Ouais. Quand on fait de la maille, on achète des fils et de ces fils, on va se dire je vais créer des points et dans ces points, je vais créer des volumes. Donc c'est complètement différent comme façon de travailler. Et d'ailleurs, leurs formations n'ont rien à voir. Et moi, vraiment la styliste qui travaille aujourd'hui et depuis le premier jour chez Molly, elle a fait vraiment c'est une spécialiste de la maille. Elle ne parle qu'à des spécialistes de la maille. Et donc le stiff et le cool, c'est ça, c'est le stiff c'est le tissu et le cool c'est la maille, parce qu'en fait le tissu c'est raide et la maille c'est souple. C'est d'ailleurs pour ça qu'on emmaillotait les bébés, ça vient du mot maille. C'est vraiment, ça épouse la forme du corps potentiellement, donc c'est vraiment particulier. Je digresse complètement. Et voilà, et en fait j'étais en train de me dire où est-ce que je voulais en venir, et j'ai appris en me plongeant dans l'histoire de la maille en lisant ce livre qu'en fait la maille est arrivée à l'époque de la création de Molly par le sous-vêtement, parce qu'à l'époque les femmes portaient, c'est ce qu'on voit dans les films d'avant, elles portaient des sous-vêtements qui étaient comme des grosses chemises, elles avaient ensuite un corset et ensuite on remettait une grosse robe dessus. Ça c'était la façon de s'habiller des femmes pendant des centaines d'années, et à un moment la
la mode et la silhouette des femmes a complètement changé et elles ont commencé à porter des vêtements beaucoup plus près du corps, toutes ces robes beaucoup plus moulantes, etc. Enfin, moulantes en tissu, mais près du corps. Et donc, la lingerie s'est adaptée et c'est de là s'est créée la maille, ce qu'on appelait la bonnetterie, ce qui veut dire c'est des articles en maille tricotés. Donc, c'était comme des espèces de leggings ou de juste au corps en maille. Et Molly est née de ça. Et c'est là que Molly a commencé en Suisse, dans un atelier. Ils avaient leur propre atelier, leur machine. Ils étaient extrêmement pointus sur la R&D parce que du coup, c'était du tricot machine. On n'est pas du tout dans le tricot main. Et Molly, dès les années 30, en 1939, avait déposé sa marque aux États-Unis, elle vendait dans les 4 coins du monde et l'histoire de Molly, elle a été aussi liée à l'histoire de la révolution industrielle, c'est-à-dire qu'à l'époque on achetait sur catalogue, eux ils étaient dans un petit canton suisse au milieu des montagnes avec leur atelier, quand ils ont dû tracer le chemin de fer, ils ont supplié que le chemin de fer passe à côté de leur atelier pour pouvoir expédier ensuite dans les 4 coins, enfin aux entrepôts et aux 4 coins du monde, et c'est très amusant parce qu'en fait c'est une marque qui était vraiment petite et qui dès le début du siècle dernier, commercialisait ses sous-vêtements aux États-Unis, en France, etc. La marque s'est ensuite transformée ou elle a additionné un savoir-faire? Pourquoi on parle de layette finalement aujourd'hui quand on pense à Molly? En fait, ce qui a révolutionné ensuite le sous-vêtement, c'est l'acrylique, alors que Molly ne tricotait que de la pure laine vierge ou de la laine soie. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'arrivée de ces sous-vêtements en maille fine a été aussi liée à la découverte des microbes, à toute une vague hygiéniste avec il y avait un docteur qui s'appelait le docteur Razurel, on peut regarder sur internet, et en fait il préconisait le port de vêtements en laine, de sous-vêtements en laine, etc. Et tout ça a fait que Molly a eu à peu près, en gros de 1886 à 1950, vraiment les grandes années de sous-vêtements en maille fine. Et en fait, l'acrylique dans les années 50 a complètement bouleversé cette industrie-là, et les sous-vêtements ont tous été faits dans des matières techniques, acryliques, etc. Et Molly, fort de cette expertise de je tricote de la maille fine, s'est dit en fait on va inventer le trousseau de naissance que les femmes tricotaient à l'époque elles-mêmes, ça s'achetait pas de façon industrielle, et ils ont lancé la fameuse grenouillère Molly qui en fait ça ressemble à une grosse chaussette avec 2 boutons aux épaules, qui est une espèce de petite combinaison en maille ultra fine qui a habillé les nouveau-nés dans les grandes familles et qui a été vraiment la référence de la layette de luxe de 1950 à 1980-1990 en gros. Avec après l'ajout de nouveaux... Donc le sous-vêtement de maille c'était fini, expertise layette de luxe, etc. Et, avec toujours une présence internationale très marquée? De ce que j'en ai lu, oui. Ouais. Distribué en wholesale principalement? Je pense, oui, complètement. Dans les grands magasins, il y avait un peu l'équivalent des bons marchés dans les différents pays, au Japon. Oui, il y avait vraiment une présence de la marque. Comment la marque a travaillé cette image, cette notoriété, juste par le produit? C'est une bonne question. Non, honnêtement, je sais pas. Je sais que mais je pense que c'était une proposition tellement unique, ça n'existait pas à l'époque en fait. Cette layette. C'est ça, c'est le produit qui portait la marque. Oui, en fait, le produit était parfait, très joli, et puis ça s'est diffusé par bouche à oreille, Et c'était effectivement cette layette tricot machine très raffinée n'existait pas ailleurs, donc. Et c'est en fait jusqu'à ce que tu rachètes. Et après, ils ont évidemment beaucoup communiqué. Enfin, ça, c'était des communications dans la presse locale, exactement. C'est finalement jusqu'en 2015 que ça se... Alors ça, c'était jusqu'aux années 90. Dans les années 90, l'atelier a fermé. Ouais. La marque a été confiée à ce fameux monsieur à qui je l'ai racheté. Ouais. Il a confié la gestion à celui à qui j'ai pris le café en face de la boutique dont je parlais tout à l'heure, qui était le gérant. Et la marque a continué à vivre des années 90 à 2014 en proposant toujours cette layette très raffinée. Ils avaient ajouté aussi un vestiaire en chaîne et trame. Au début, d'ailleurs, dans les années 80, quand Bonpoint s'est créé, Molly était vendu chez Bonpoint, puis après Bonpoint n'a vendu que du Bonpoint. Mais ils étaient vraiment sur le même type de clients. On était sur l'enfant. Un vestiaire très raffiné. Et ce qui s'est passé
On est tous clients de ces marques quand même de premier prix, enfin pas de premier prix, mais les Monoprix, enfin il y a eu une proposition d'offres très large. Et autant la layette, qui est le cadeau de naissance, le nouveau-né, où on se fait vraiment plaisir avec son trousseau de naissance, c'est un produit, enfin ça n'a jamais, d'ailleurs on continue à avoir des acheteurs qui viennent acheter ça, mais autant tout le vestiaire ensuite, pour l'enfant qui bouge, qui se salit, etc., c'est moins approprié. Et je pense que Molly a souffert de cette concurrence avec un produit qui... Enfin, de toute façon, ça, quand je me suis penchée sur qu'est-ce que je gardais de la marque, évidemment, pour moi, le but, c'était de garder que les modèles iconiques de Maille Naissance. Mais faire du prêt-à-porter pour enfants, en fait, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de tailles. Quand on fait du 0 mois au 12 ans, ça fait porter un stock délirant. C'est vraiment toute cette problématique d'offre et de stock et de changement de modèle, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de changer tout le temps les collections. Et je pense que c'est un peu cette accélération de faire du chaîne et trame et du MeToo de beaucoup de jolies marques qui n'a pas été un succès. Qui commercialement a dû être compliqué. C'est un monde concurrentiel, donc si on n'a pas une identité forte, la seule chose moi que je venais acheter chez Molly, c'était cette layette en maille fine, en point mousse. Est-ce que ça, quand je t'entends parler, est-ce que le sujet démographique, c'est-à-dire le nombre de naissances, a un impact sur ton business ? Moi, aujourd'hui, la naissance, c'est minuscule. J'ai juste quelques modèles iconiques que j'appelle vraiment le mini Molly, que je vends juste en boutique et sur le site, que je ne vends pas chez des revendeurs. Et sur lequel tu vois pas d'incidence liée Non, parce que c'est trop petit, enfin c'est pas du tout un axe de développement. Je le garde la ligne naissance Molly parce que ça fait partie de l'ADN de l'histoire de la marque, mais aujourd'hui 99% du business est fait sur la ligne femme. Justement, raconte-nous un peu quand tu arrives en 2015, comment tu transformes en fait, comment tu dessines un projet. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la façon avec laquelle... Enfin, ce qu'est Molly aujourd'hui, c'était dans les objectifs que tu t'étais assigné en 2015, ou est-ce que tu as eu quelques passages où tu les as reconsidérés à un moment ou à un autre ? Alors vraiment, s'il y a une chose que j'ai gardée en tête, c'est le projet que j'avais à l'origine, et je m'en suis vraiment pas du tout éloignée. Comment tu l'as défini, ce projet, en 2015 ? Je me suis dit, je vais faire une marque de prêt-à-porter en maille pour femmes, avec des permanents, des iconiques, quelques nouveautés comme un rendez-vous, parce que quand on revient en septembre, on a envie de se refaire une petite base de fond de placard. Et je m'étais dit, il faut que je fasse une proposition de produit. Alors là, on a un peu élargi quand même l'offre, mais une proposition de produit assez, assez concise. Enfin, je vais pas multiplier les références et les modèles. La maille, en plus, c'est il suffit de changer la couleur du fil, ça change le modèle. Donc, sans avoir trop de modèles, on peut faire des choses assez différentes, même en mélangeant les couleurs, etc. Et je me suis dit, non, il faut que je reste juste sur cette histoire de proposition de pièces en maille, des hauts, des bas, le total look maille. Et c'est amusant parce qu'à l'époque, c'était pas du tout courant. Enfin, on me disait, mais t'es sûr, mais les gens ne vont pas comprendre. Et en fait, les femmes, elles ont très vite compris. Et ce côté clé en main où on a un ensemble et puis après on peut porter le haut, le bas, c'est je comprends qu'elles aient compris, parce que finalement, c'était les acheteuses de la layette qu'elles aimaient beaucoup. Elles avaient un a priori positif sur les produits de layette. Ils disaient, c'est marrant, maintenant, cette marque me propose quelque chose pour moi. Donc, avec un a priori positif. Alors, elles aimaient la marque et la maille. Après, moi, il n'y a aucune marque qui fait de la naissance qui va m'intéresser pour moi. Enfin, vraiment, j'ai jamais voulu jouer le mini-mi ou le « Ah, ben, c'est maman, bébé ». Enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire qu'il y a un a priori positif sur la marque. Donc, quand il y a quelque chose de nouveau... Ah oui, mais la marque, elle avait... Mais c'est pour ça que je l'ai reprise. Hein, c'est que... Alors, elle était... très confidentielle, mais les gens qui la connaissaient l'adoraient. C'est-à-dire que c'est une marque qui a une très forte adhésion. Pour la développer. Un peu fan club. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce qu'en bien fait... sûr. Bien sûr. Pour démarrer, en tout cas. Et justement, là, pour la démarrer, en fait, tu avais besoin de plein d'aspects opérationnels. C'est-à-dire, à la fois faire le design des produits. Donc ça, c'est la styliste qui m'a aidé. Trouver les fabricants. Rédiger le cahier des charges. Faire des prototypes. Ça, on l'a fait avec la styliste. Ça prend du temps à faire. Ça nous a pris 6 mois.
Et la première collection était toute petite, on avait fait très peu de modèles, et puis petit à petit ça s'est enrichi. Non, j'ai démarré avec la styliste qui était à l'époque en freelance, les ateliers, on a fait le tour des ateliers en France, il n'y en a plus beaucoup, on a réussi à en trouver quelques-uns, et puis sinon avec l'Italie. Alors l'Italie, du coup j'ai pris une Erasmus, qui est une Italienne, pour parler aux Italiens, mais elle ne connaissait ni elle ni moi la maille, mais on y arrivait. Et j'ai pris une assistante pour la styliste qui était celle qui gérait les envois des fiches produits, etc. Et j'ai recruté surtout mon ancien stagiaire de L'Oréal, qui était à qui j'ai dit, est-ce que t'aurais pas quelqu'un de ton genre, ton profil? Parce qu'en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il avait un côté, quand on avait bossé ensemble sur Kills, il était très entrepreneurial. C'est un garçon qui a la tête très bien faite et très couteau suisse. Et il n'y avait pas de petites tâches. Enfin, quand on fallait planter les clous dans la boutique, on y allait ensemble. Et quand il fallait faire un business plan à 2 ans ou 3 ans, on y allait. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de très, très, très polyvalent. Donc, c'est lui qui est venu m'aider. Et la première personne, lui était mon premier CDI, ainsi que la responsable de la boutique de l'avenue du boulevard Saint-Germain. Donc là, tu mets en place l'aspect, entre guillemets, back-office, c'est-à-dire la réalisation, mais il y a l'aspect front-office, c'est-à-dire la distribution, la commercialisation. Dès le départ, quel est ton plan ? Est-ce que c'est d'abord s'appuyer sur les boutiques, continuer le wholesale, amplifier wholesale ? Comment on fait ? Non, moi, le projet, c'était plutôt du retail, parce que j'avais envie de capter les adresses clientes, comprendre ce que les clientes voulaient. Enfin, parce qu'en fait, le wholesale, quand vous livrez une collection, on ne sait absolument pas qui l'a acheté, pourquoi, quel prix. Enfin, voilà. Moi, au début, je passais une journée par semaine en boutique, donc je passais mon temps à écouter. Enfin, être au contact des clients, c'est ce que je préfère faire, en fait. j'adore. Et du coup, d'ailleurs, il y en a certaines qui m'écrivent ou qui m'écrivent des petits mots sur Instagram, et ça me fait plaisir de savoir pourquoi. Voilà, on sent que Molly leur propose quelque chose qu'elle trouve pas ailleurs, et donc ça fait, au moins on se dit que ça a du sens ce qu'on fait. Et le front, non, on l'a géré donc retail. On a tout de suite le Bon Marché qui est venu nous voir. Molly Layette était distribuée au Quand tu dis retail, c'est vos points de vente plus les corners. 2 boutiques, plus à l'époque on n'était pas encore en corner au Bon Marché. Ouais. On avait juste on était dans un espace multimarque. Mais c'est vrai qu'un grand magasin comme le Bon Marché, ça vous donne tout de suite une visibilité. Les acheteurs 2 fois par an de tout le monde entier viennent voir les marques qui sont présentes au Bon Marché. Donc, au bout de 6 mois, quand vous êtes présent là-bas, vous avez des Coréens, des Japonais, des Américains qui vous demandent si vous pouvez aussi aller dans leur point de vente. Et donc, le wholesale, il s'est fait que par appel entrant quasiment. On n'a jamais démarché, parce que moi, j'avais un souci. Enfin, mon obsession, c'était proposer un produit ultra molly de très très bonne qualité. Et rien que ça m'a pris beaucoup de temps. et assurer derrière les livraisons, etc. Et du coup, la partie vraiment développement commercial, je l'ai fait un peu. Enfin, j'ai mis du temps à sortir du mode un peu labo en me disant non, mais moi je veux voilà, on était en telle courbe d'apprentissage sur comment créer ce nouveau vestiaire, quelle va être l'image de Molly, qu'est-ce qu'on va raconter, comment on produit des photos, des articles de presse, etc. Et tout ça m'a pris un temps précieux. T'avais le web J'ai ouvert le site dès le départ. Ouais. Et effectivement, comme tu le disais, ça a bien shifté après le Covid, comme toute l'industrie, c'est clair. Aujourd'hui, ça représente... Aujourd'hui, on fait un tiers entre le wholesale, le retail et le web. Combien il y a de points de vente ? Eh bien, j'ai 3 boutiques en propre. Donc, et à Paris. Les deux historiques, puis une de la rue d'Alger qu'on a ouverte. Après, c'est des petites boutiques. Moi, je voulais pas prendre trop, je voulais pas prendre trop de risques tout de suite. Comme je disais, on était en front propre, donc j'ai pris des petits espaces. Et puis, de toute façon, j'aimais bien l'idée de ces boutiques qui ressemblent à des dressings. On a mis de la moquette. Il y a une offre produit petite. Et l'idée, c'est que la responsable de la boutique rentre vraiment dans un échange avec la cliente pour lui proposer ce qui va lui aller le mieux. C'est pas du tout je prends, je repose, j'essaye, j'en mets partout. C'est plutôt je vais m'occuper de vous et dites-moi ce que vous avez. Elles viennent toutes avec déjà des idées de ce qu'elles ont vu et qu'elles ont aimé, mais c'est hyper intéressant de leur proposer des nouvelles choses, qu'elles essayent et qu'elles voient qu'en fait il y a plein de choses qui peuvent leur aller. Donc j'ai ces 3 boutiques et j'ai le Bon Marché où on est en corner aussi, c'est notre équipe de vente, et donc le site, et après on a
un peu moins d'une centaine de revendeurs dans le monde qui sont pas des grands magasins quasiment, sauf en Suisse. Mais oui, sinon... j'ai vu des petits magasins, j'en ai vu un cet été. Ah oui. À Dinard, j'ai vu un revendeur. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens qui viennent acheter les collections 2 fois par an qu'on présente ici au bureau, au showroom, ce sont des gens qui achètent et qui sont dans leur boutique, c'est leur point de vente. Et d'ailleurs, elles achètent souvent avec leur budget. Enfin, elles sont très impliquées, et du coup, elles savent pratiquement pour qui elles achètent quand elles achètent. Et du coup, le sell-out est excellent, donc c'est génial, parce qu'on n'a pas du tout de problématique. Moi, ma hantise, c'est l'acheteur qui vient, qui fait un gros chèque. Enfin, évidemment, c'est livraison puis paiement à 90 jours, donc... voilà, enfin moi j'avais pas du tout envie de rentrer dans ce schéma-là et j'avais pas envie de rentrer dans le schéma où ah bah non en fait tout ça ne s'est pas vendu, merci de les reprendre. Enfin, j'ai entendu beaucoup quand même d'histoires de marques qui se plantent parce que tout à coup elles sont emballées par la distribution d'un grand magasin américain et en fait les conditions sont hyper dures. Elles livrent, ça se vend pas très bien, elles se récupèrent tout et enfin voilà on peut vite. Ça coule vite, hein, les boîtes de mode. Ouais, t'as raison. En fait, piloter par le contrôle de gestion est pas forcément une mauvaise idée. Ouais. Comment, aujourd'hui, tu es distribué comment c'est quoi la répartition par rapport à la France et le reste du monde? La France fait à peu près 60%, si je dis pas de bêtises, au global. Et après, le reste du monde, c'est un peu États-Unis, Europe du Nord, donc Europe, Suisse, Belgique, Luxembourg, et un petit peu Asie. D'accord. Voilà. Il y a des velléités d'accélérer l'international. C'est quoi les plans, en fait, pour les prochaines années? Le projet, c'est de pousser un peu les 3 axes. En digital, le e-commerce, on vend très bien aux États-Unis, donc j'ai vraiment pour le coup envie d'accélérer là. On va mettre d'ailleurs en place un système que toutes les taxes and duties soient déjà prépayées par le client, parce que là, pour le moment, l'expérience client de l'acheteuse américaine est franchement pas très sympa. Il y a des taxes à payer après coup à la livraison, oui, c'est ça? Oui, nous on est, ouais, exactement. Ouais, c'est très désagréable. C'est pas agréable, voilà. Le retour produit est compliqué. Enfin, on facilite pas encore ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place pour tout début octobre. Alors, ça va être pour tout le site et donc pas que les États-Unis, mais je pense que ça va beaucoup accélérer du coup ça. T'as un stock déporté du coup? Non, on expédie depuis la France. On a un stock près de Dijon, qui est un stock partagé avec d'autres marques. Mais je pense qu'effectivement que tout soit prépayé et que le système de retour produit soit facilité, ça va. Alors je souhaite pas qu'on fasse exploser les taux de retour, parce que ça, je trouve que c'est un côté un peu désolant, parce qu'on se dit que c'est beaucoup de gâchis. Enfin, moi, j'ai quand même un peu conscience de le monde dans lequel on est et il faut faire attention. Et donc, j'ai pas du tout envie de cibler l'acheteuse américaine compulsive qui va acheter 50 produits et tout nous renvoyer, parce que tout le monde aura perdu du temps là-dedans. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que pour que beaucoup de clientes qui ont découvert la marque, qui ont envie d'essayer et qui a priori vont l'adopter, je le souhaite, c'est vrai que c'est mieux qu'elles aient quand même tout qui est prépayé, que l'expérience d'achat soit facilitée. Donc accélérer à l'international. Accélérer les US par le e-commerce. Je me pose quand même la question d'ouvrir une dernière boutique à Paris, parce que les 3 sont petites et ça implose un peu. Ça ne désemplit pas? Oui, puis c'est du temps. J'adore, hein. Il y a même des clientes qui viennent juste faire coucou à la responsable de la boutique. On est dans le commerce entre guillemets à l'ancienne, moi c'est ça que j'aime. Il y a des nouveautés, on les appelle, on dit il y a telle chose qui pourrait vous plaire. On met des pièces de côté, elles repassent, elles essayent, ça prend du temps. Donc tout ça fait qu'en fait, dans nos toutes petites boutiques dressing, c'est pas évident quand on est en phase de recrutement, et c'est notre cas. Et d'ailleurs, on recrute, c'est amusant, pas mal d'américaines. On a beaucoup d'acheteuses américaines à Paris qui viennent chez Molly. Donc ça, c'est pourquoi pas une autre boutique. Et le wholesale, c'est quand même un excellent moyen de se faire connaître. Donc tant que l'univers de marque, que la boutique où on est a un univers de marque cohérent, souvent ça veut dire que, ça fait souvent tache d'huile en gros quand on est distribué dans une ville, ou à Chicago, n'importe quoi, ou à Boston, on ship quand même online dans ces villes-là. Donc le wholesale, je le vois pas comme le gros accélérateur, mais plus comme une manière. Je souhaite le développer, mais plus dans une optique de notoriété de la marque aussi, quoi. Que ça nourrisse notre e-commerce. D'un point de vue marketing, quand tu t'ouvres par exemple aux États-Unis,
T'adaptes ta communication, t'as des contenus qui sont en anglais, Maintenant, tout est en anglais en premier, puis on envoie des newsletters en français et en anglais. On a des bases différenciées, des bases clientes. Et non, on n'est pas du tout, entre guillemets, sur le marronnier américain, Happy Halloween, Black Friday, etc. Même la fête des mères, nous, on continue à faire une petite news fête des mères et encore sur le calendrier français. Mais parce qu'on est encore petit, mais c'est vrai que ça peut être c'est important, je trouve aussi, de rentrer dans les codes de communication des pays. C'est la localisation. C'est la localisation, exactement. Tu as commencé à en parler, justement, la relation avec tes clientes. Elle est un peu singulière, elle n'est pas comme une marque généraliste, puisque tu expliquais justement que les responsables des boutiques pouvaient être amenés à passer un coup de fil à une cliente pour dire au fait, il y a un truc qui arrive pour toi. C'est presque amical en fait, c'est ça que j'aime bien. Et c'est amusant parce que j'ai une amie qui était passée en boutique, elle vit pas en France, elle vit au Brésil, et elle m'a dit mais j'ai adoré, j'ai passé un super moment chez Molly parce qu'on était 3 limite à se partager la cabine, on se donnait des conseils. Elle a dit il y a quelque chose de très doux, de très bienveillant, et j'aimerais bien continuer à travailler ça, mais de façon authentique. C'est vrai que maintenant, dans plein de marques, que ce soit une marque de luxe vous proposera toujours un petit café, voilà. Moi, c'est marrant parce que il y a 1 an, j'étais allée acheter une paire de chaussures dans une marque de luxe. J'étais avec mon fils et le directeur de la boutique était à demander comment il s'appelle. Enfin, vraiment. Et en fait, moi, je suis pas une grosse acheteuse de luxe, pour être honnête. Mais c'est marrant comme en fait, on oublie ce que c'est important de prendre soin de façon la plus authentique possible des clients, parce qu'un client est précieux. Et justement, comment tu les recrutes, tes clients, l'acquisition? Alors, on a 3, on va dire. Il y a une façon que j'aime beaucoup, c'est en fait toutes ces femmes qui portent Molly font venir leurs amis, parce qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur d'une marque qu'une autre femme qui porte... C'est la prescription. Exactement. Et finalement, comme on est porté à des moments où des femmes sont en représentation, parfois on habille des invités à un mariage, voire même des mariés, voire des femmes qui vont avoir des talks sur scène, et donc forcément leur tenue elles vont pouvoir être interpellées sur leur tenue, donc ça c'est une façon aussi de se faire connaître. Donc ça c'est les clientes les premières. Ensuite on fait de la communication avec un bureau de presse qui nous obtient des grands papiers qui nous aident, et puis après on communique à la fois en organique sur les différents réseaux, et c'est essentiellement Instagram et LinkedIn, et à la fois donc de façon payante sur Instagram. Sur LinkedIn, tu cherches à recruter des clientes ou tu... oui, je pense qu'une partie de ma clientèle est là, donc c'est important. Ouais. C'est très récent, ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on poste régulièrement des actus, que ce soit un bilan sur nos chiffres, parce qu'on a fait une campagne wholesale qui s'est très bien passée, que sur un beau papier qu'on a eu dans un magazine, que sur un événement qu'on a fait, ou voilà. On ne communique pas du tout de la même manière que sur Instagram, où sur Instagram c'est beaucoup plus compulsif. Enfin, il y a quelque chose de plus immédiat en fait. Et c'est plus du produit, du comment je porte le vêtement. Donc voilà. Et donc on fait vraiment de l'acquisition de clientes payantes sur les Meta, réseaux sociaux. C'est vraiment sur Meta et sur la France et les US. La fidélisation derrière, comment tu la travailles? Pas du tout assez bien. En fait, parce que l'acquisition, ça coûte un peu cher quand même, et la rétention coûte moins cher. Ouais, évidemment. Non, mais c'est intéressant parce qu'on avait fait une analyse de notre base cliente et de ce qu'on appelle la lifetime value, et donc effectivement, on se rend compte qu'on a un coût d'acquisition qui est très vite amorti, parce qu'en fait, le panier moyen est loin. Exactement. Et ceux qui ont analysé notre base client disaient c'est étonnant, vous avez un taux de retour au produit qui se fait très rapidement, et ce qui les a étonnés compte tenu du prix moyen, parce qu'on est quand même sur des pièces, on a un panier moyen à plus de 450-500 €, donc on peut se dire c'est un one shot dans l'année, et en fait on a quand même une base de clientes qui viennent assez régulièrement. Plusieurs fois dans l'année. Et on les remercie. Non, en fait, nous, le CRM, concrètement, on avait un vrai sujet qui est qu'on a... autant on fusionne notre base email, donc acheteur online et acheteur boutique, mais on a quand même un gros canal de recrutement aussi qui est le bon marché, et on commence maintenant à capter de la base client. Et en fait, moi, ce que je voulais pas, c'était
du CRM un peu bancal où on va envoyer un emailing à une cible de clientes qu'on a identifiées comme n'étant pas venues acheter peut-être depuis 6 mois en disant voilà la nouvelle collection ci cela, et alors qu'elles sont peut-être passées 2 jours avant à la boutique au bon marché. Et donc en fait il y avait un petit sujet back-office de fusion de base à pouvoir travailler proprement et pouvoir se dire voilà, on a les occasionnelles, les récurrentes, etc. Et donc voilà, donc là ça a été mis en place juste avant l'été, et l'objectif c'est qu'on arrive à capitaliser sur ce qu'on ne fait pas assez, sur les bonnes clientes pour les récompenser de leur fidélité. Là, on parle un petit peu de sujet d'omnicanalité, c'est-à-dire la fusion entre l'online et le offline. Aujourd'hui, une cliente qui arrive en magasin, elle peut être retrouvée dans le facilement, bien sûr, et elle peut retourner un produit en magasin. Oui. Et elle peut donner l'adresse du magasin comme point de livraison. Elle peut te faire du retrait boutique, effectivement. Ouais. Alors, sauf au bon marché, parce que c'est stock différencié. C'est un peu différent, mais bon, c'est déjà pas mal opérationnel. Ouais. Écoute, Charlotte, merci. On est à bientôt 1 heure, tu vois. On aura fait le temps qu'on avait imaginé faire. Merci beaucoup pour l'histoire et l'authenticité, la sincérité avec laquelle tu nous l'as raconté, avec laquelle tu nous as partagé un petit peu cette aventure qui continue de s'écrire. Et bravo, sincèrement, parce que quand tu vois, bravo il y a à toutes celles qui sont là. Il y a combien de personnes aujourd'hui dans les bureaux, on doit être une douzaine, on n'est que des femmes. Et certaines sont là depuis le début, et c'est génial. Et puis d'autres sont venues, sont partis pour d'autres aventures, mais on est plutôt en phase de recrutement, donc on est plutôt en train de consolider l'équipe. Bon, en tout cas, merci, bravo. Je pense que c'est une très belle histoire et qui est véritablement source d'inspiration, c'est-à-dire reprendre une marque qui avait pour asset sa notoriété et son image. Joli logo, exactement. Ouais, voilà. J'avais une belle page blanche, c'est ça qui était top. Et tu as réussi à bien la remplir, bravo encore. Merci à vous tous, les auditeurs, vous êtes toujours nombreux à m'écrire pour me dire de continuer, donc c'est pour moi une véritable source de motivation. Merci au One-to-One Retail e-commerce de Monaco et au One-to-One Expérience Client de Biarritz pour le soutien apporté à cet épisode. Charlotte, si quelqu'un veut entrer en lien avec toi, LinkedIn, c'est le bon moyen. LinkedIn, ou sinon le mail contact@molly.com, et ça arrive vraiment dans une vraie boîte mail. Bon, écoute, merci encore, merci à toi, et puis je te dis à très bientôt. Merci.